Bonjour à tous. Oui, j'ai un peu embêté les techniciens pour avoir mon ordinateur sur scène avec moi. Comme je suis un geek, je ne peux pas m'en passer. Donc j'ai inventé que j'allais faire une démo, on verra. Je l'ai préparé ce matin, du coup. Alors, je ne sais pas si on peut éclairer la salle très rapidement, juste pour que je vois. Qui ici a déjà manipulé un petit peu Opus 4.5 ou Opus 4.6 ? Personne. Ah, si, on a un ou deux geeks. Ou Gemini 3 peut-être ? Cette toute dernière génération de systèmes d'IA, aucun ou deux. Alors, ces systèmes sont arrivés environ en novembre, et ils étaient, en termes de performance, à peu près 8 mois en avance par rapport à ce que les prédictions pouvaient nous dire vis-à-vis de l'évolution de l'IA. Donc, s'ils étaient en avance, c'est qu'on a des moyens de regarder l'avenir et d'essayer de prédire un petit peu ce qui peut arriver. Alors, ces moyens, ce n'est pas des boules de cristal, la preuve, on s'est gouré pour Opus et Gemini, qui sont arrivés en avance, mais c'est des façons quand même un tout petit peu plus rationnelles que le doigt mouillé pour essayer de sentir un petit peu où la technologie va. Alors, soit dit en passant, Opus 4.5 et Gemini 3, c'est un moment clé. C'est plus important que l'arrivée de ChatGPT en termes de gap de performance et gap de possibilités. C'est vraiment les deux premiers systèmes qui nous font entrer dans la révolution agentique sérieusement. Si vous n'avez pas encore testé ces systèmes, faites-le, ils sont très très impressionnants et bien sûr, ils continuent à s'améliorer. Alors, du coup, la question en effet, c'est comment on fait pour essayer de lire un peu l'avenir de l'IA. Évidemment, l'avenir n'est pas écrit, donc on ne peut pas avoir une boule de cristal, mais comme je le disais, il y a des façons un tout petit peu plus rationnelles que d'autres. Vous savez, quand le gros enjeu, c'était la puissance de calcul, ça l'est toujours, mais pendant longtemps, ce qu'on regardait pour l'évolution du numérique, c'était la puissance de calcul. Et on avait un outil pour ça, c'était les lois de Moore, enfin la loi de Moore. On regarde dans le passé et on voit que tous les 18 mois, la puissance de calcul elle est multipliée par environ 2 à taille égale. Donc ça permettait d'extrapoler, parce qu'on tire la courbe et on se dit « Waouh, l'année prochaine on sera là, l'année suivante on sera là, l'année suivante on sera là ». Et ça fait un peu prophétie autoréalisatrice, comme toute l'industrie croit à ces lois de Moore, tout le monde agit pour les faire advenir, parce que tout le monde se dit « Si j'y suis pas, les autres vont y être ». Donc ce genre de loi est un peu autoréalisatrice. Mais c'est des lois empiriques, on regarde le passé, ça nous permet de regarder l'avenir, ce n'est pas des lois de la nature. N'empêche qu'on a un petit peu la même idée dans l'intelligence artificielle. On a des espèces de lois comme ça qui se dégagent du passé, qu'on appelle les lois d'échelle neuronale, les Neural Scaling Laws. Ces lois d'échelle, elles ont été, on va dire, précisées par OpenAI au début, par des chercheurs d'OpenAI en 2020. Depuis, elles ont un peu changé de forme, mais pour la faire très simple, en gros, on prend 3 paramètres, la taille du système d'IA, le nombre de données qu'on peut mettre dedans, et la puissance de calcul, ou l'énergie, l'un se ramenant à l'autre, qu'on va mettre dans le système pour entraîner l'IA. Et on regarde dans le passé, depuis environ 2008, ces 3 paramètres ont une évolution exponentielle. Vous allez voir tout à l'heure par rapport aux chiffres que je vais donner, ça fait très bizarre les exponentielles. Mais on a une évolution exponentielle régulière. Donc on peut essayer d'extrapoler. Mais surtout, les chercheurs d'OpenAI, ils se sont rendus compte que quand on prend ces 3 paramètres, ils ont des liens entre eux et on peut les consolider pour faire une belle équation. Je vous la mets quand même, c'est pour le plaisir des yeux, voilà, parce qu'on est dans un événement de geek et avec plein d'ingénieurs, donc ça vous fera plaisir. Vous n'avez absolument pas besoin de la comprendre, évidemment, pour le propos, mais c'est la loi d'échelle de 2022, celle-ci, c'est à peu près la plus précise qu'on ait. Et quand on met les 3 paramètres dans cette jolie équation, on a un bon prédicteur de la performance du système. Dans le passé, on regarde, ça marche très bien. Je vois que quand j'ai mis l'équation, il y a des visages au premier rang qui sont illuminés selon le type de public. C'est plutôt l'inverse des fois qui se produit. Cette jolie équation nous permet de prédire un peu la performance. Et donc, évidemment, toute la communauté de l'intelligence artificielle tire les courbes, regarde ce que ça donne en puissance de calcul, en taille de système et en nombre de données qu'on a besoin d'avoir, mais tout le monde regarde aussi la performance que ça permet de prédire. Et c'est là que ça commence à être un peu vertigineux. Alors, on va faire cette extrapolation ensemble. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. En prospective, ça s'appelle une baseline. C'est une projection, on va dire, brutale par rapport au passé. Ce n'est pas du tout l'avenir tel qu'il est. C'est un outil pour discuter qu'est-ce qui pourrait s'accélérer, qu'est-ce qui pourrait ralentir. Et donc, ça permet après d'entrevoir un peu plus précisément ce qui s'en vient. De la même façon, vous allez voir, vu que ces lois d'échelle nous racontent une histoire assez vertigineuse, évidemment, les gouvernements, les entreprises les regardent et font tout pour les accomplir, pour ne pas être en retard. Là aussi, c'est des prophéties autoréalisatrices. Mais juste avant de vous montrer à quoi ça ressemble, c'est la petite idée de démo que je vais tenter.
Je suis allé chercher sur epoch.ai. Donc, epoch.ai, c'est un institut qui, comme c'est écrit au tableau, travaille sur les trajectoires de l'IA et est le meilleur institut pour faire de la prospective en IA. C'est vraiment eux qui construisent tous les jeux de données, etc. Et ils ont des super jeux de données, donc je suis allé en récupérer quelques-uns. Je suis allé en récupérer un qui concerne la taille des centres de calcul, un qui concerne les capacités, la performance des systèmes, consolidés sur plein d'évaluations, un qui concerne la taille et l'investissement qu'on met dans les plus gros systèmes d'IA, et un qui concerne une évaluation particulière qui parle, on va dire, un peu de la connaissance générale du système. C'est un des plus généralistes en termes d'évaluation. Et donc, j'ai mis ces quatre jeux de données dans Claude, et puis je vais dire à Claude de nous faire un joli tableau de bord. Je ne vais pas vous lire tout le prompt, hein, mais en gros, je lui demande un joli tableau de bord pour, à partir de ces données-là, nous montrer ce que ça donne en termes d'évolution et de nous donner les possibilités d'extrapoler sur le tableau de bord. Et Claude est super fort pour faire des beaux tableaux de bord, donc normalement, on aura un bel outil pour analyser un petit peu ces données et voir ce que ça donne. On ne va pas attendre qu'il ait fini, parce qu'il va bosser un petit moment pour nous faire ce tableau de bord, c'est le mode agentique. Hein. On n'est plus sur une question, une réponse, on est sur une mission, du travail, un résultat. Et donc, en attendant, je vais vous raconter un peu l'histoire que nous racontent ces lois d'échelle si on les extrapole. Alors, voilà le passé. En 2023, on a GPT-4 qui arrive. Je vais faire un abus de langage, je vais dire qu'il est capable de réaliser les productions intellectuelles qu'on attendrait d'un étudiant universitaire. C'est évidemment pas un étudiant universitaire, il ne fait pas le café, il y a plein de choses qu'un étudiant universitaire fait que GPT-4 ne fait pas, mais il est capable de faire des productions qui sont à peu près équivalentes à ce qu'on attend d'un étudiant universitaire. Les lois d'échelle actualisées avec les données de 2023 nous prédisaient qu'autour de 2025, on aurait un système qui serait à peu près du niveau d'un doctorant. Les capacités équivalentes à celles d'un doctorant arrivent en septembre 2024, un peu en avance sur les lois d'échelle, avec O1. Et la réalité de 2025, c'est qu'on a O3 ou Claude 4.5 ou Gemini 3 qui sont sortis, qui sont tous au niveau à peu près docteur sur l'ensemble des disciplines intellectuelles de l'humanité. On verra ça, normalement, ça apparaîtra dans les données. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on actualise les lois d'échelle avec les données de 2025 et qu'on regarde ce qu'il y a dans la zone blanche? Alors, pour le faire très très simplement, si on suit les lois d'échelle de façon brutale, entre 2028 et 2030, en termes de performance, il faut s'attendre à avoir des systèmes d'IA qui soient meilleurs que les meilleurs experts de tous les domaines à peu près de la connaissance humaine. Aujourd'hui, les meilleurs systèmes d'IA en code se classent parmi les 0,3% de meilleurs codeurs du monde. Je pense que dans le monde technique, il va falloir vraiment prendre conscience de ça. Moi-même, je suis codeur, ça m'a fait bizarre au début, mais maintenant, en effet, Claude 4.6 code mieux que moi. Il identifie des failles mieux que moi. Et si donc, les annonces de Anthropic s'avèrent justes dans les prochaines semaines, avec l'arrivée de Claude Mythos sera surhumain pour tout ce qui est cyber à peu près, en termes de cyberattaque et de cyberdéfense. Donc on va avoir des énormes questions à se poser. Évidemment, quand je dis dans les 0,3% de meilleurs codeurs du monde, c'est sur des tâches, des objectifs, même assez complexes, mais pas de l'architecture complète de système. Ça aussi, ça va arriver. Dans les 2 prochaines années, il y a des chances que ça arrive. Mais on n'est pas encore là, évidemment, et pour l'instant, si on utilise ces systèmes pour coder, il faut encore le regard humain pour l'architecture et la vérification. Mais de plus en plus, ces systèmes viennent nous challenger même là-dessus. Personnellement, avec le niveau de code que j'ai, on va dire full stack senior, si je code avec l'IA, je réintroduis des erreurs dans son code aujourd'hui, parce que je code moins bien qu'elle. Évidemment, donc, si on en arrive là, la courbe ne va pas s'arrêter, et il faut s'attendre qu'entre 2030 et 2034, évidemment, les écarts d'erreurs augmentent un petit peu, mais entre 2030 et 2034, on peut avoir quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on appelle IA générale, ou moi ce qui m'intéresse plus, super intelligence. IA générale étant très anthropomorphique, on regarde des systèmes comme s'ils allaient être intelligents comme les humains, ce n'est pas le cas. A priori, ils n'auront pas exactement le même type d'intelligence que nous, ils ne seront pas incarnés comme nous, mais en termes de capacité à produire des résultats intellectuels, ils nous seront largement supérieurs dans à peu près tous les domaines. Donc, d'une certaine façon, ils seront super intelligents avec leur surface d'intelligence un peu différente de la nôtre. C'est super tôt, et ces lois d'échelle, pour l'instant, ont tendance, parce que Claude Mythos, vous voyez, arrive en 2026,
On ne sait pas s'il va être à ce niveau-là, mais ce que nous raconte Anthropic dans les premières fuites qu'il y a eu, c'est qu'il serait à peu près à ce niveau-là. Donc on serait beaucoup en avance sur les lois d'échelle, et si c'est le cas, ça serait un accélérateur drastique pour les 2 années à venir, parce que ça voudrait dire que le scaling brut, les passages à l'échelle brute, continuent à apporter des énormes résultats, et donc tout le monde va vouloir en faire encore plus. C'est pas sûr, l'avenir n'est pas écrit, hein. Mais on verra dans un mois quand Claude Mythos va sortir, ou sûrement à peu près dans un mois. Il y a aussi DeepSeek V4 qui devrait bientôt sortir, il était annoncé pour février, donc là aussi ils annoncent des choses assez impressionnantes, on va voir. Mais voilà ce que la baseline nous dit. Évidemment, si ça arrive de cette façon-là, on est face à l'enjeu du siècle, si ce n'est du millénaire. Évidemment, économiquement, c'est le potentiel d'automatiser à très court terme énormément de tâches. À moyen terme, d'une certaine façon, si l'IA est plus capable que nous d'à peu près toutes les tâches productives, c'est une façon d'automatiser l'économie telle qu'on la connaît. Donc évidemment, nos institutions, nos systèmes ne sont pas prêts, ça va prendre beaucoup plus de temps que ces timelines sont technologiques, mais il faut commencer à réfléchir à cet enjeu-là. Évidemment, c'est un enjeu fondamental parce que celui qui arrive à avoir des systèmes super intelligents, disons, il a aussi la capacité à avoir des systèmes qui continuent à apprendre et qui sont très bons pour accélérer la recherche en IA. Donc, il crée un avantage concurrentiel qui est de plus en plus grand avec les autres, puisqu'il peut courir de plus en plus vite par rapport aux autres. Donc, il y a aussi un enjeu qui n'est pas seulement économique, qui est géostratégique. Et évidemment, les gouvernements l'ont très bien compris, la plupart des gouvernements en tout cas, et premier rang desquels les États-Unis et la Chine, qui se livrent un début de guerre assez intense sur ce sujet-là, parce que d'une certaine façon, comme l'a dit Poutine, le premier qui aura de l'IA générale sera le maître du monde. C'est joliment dit. Je pense que c'est un peu plus nuancé que ça, mais quand même, il y a quelque chose d'assez vertigineux dans des systèmes qui sont capables de s'améliorer eux-mêmes et de produire un avantage concurrentiel très durable. Donc, c'est un peu l'enjeu du siècle, et si je vous donne quelques chiffres qui permettent de voir que cet enjeu est conscientisé, vous avez vu peut-être qu'en novembre, la capitalisation boursière de Nvidia a dépassé les 4200 milliards de dollars. C'est plus que les capitalisations boursières consolidées de tous les labos pharmaceutiques du monde réunis. Juste les puces, la plus grosse entreprise pour les puces, pèse plus lourd que la santé mondiale, si j'exagère un petit peu. Un autre chiffre, à peu près 100% de la croissance du PIB des États-Unis vient de la chaîne de valeur de l'IA. La chaîne de valeur de l'IA, c'est la création des modèles et leur commercialisation, mais en amont, la construction des centres de calcul. Et pour construire des centres de calcul, évidemment, énormément d'énergie et toute la chaîne de valeur des puces qu'il y a derrière. Si on prend toute cette chaîne de valeur, c'est à peu près 100% de la croissance du PIB américain. Et un dernier chiffre, c'est pareil, en novembre, on a passé un cap symbolique. Plus de 50% de l'argent privé investi dans le monde l'est sur la chaîne de valeur de l'IA que je viens de décrire. Et aux États-Unis, c'est 64%. Pour 2 $ privés investis, il y en a un qui l'est dans la chaîne de valeur de l'IA. De ce qu'on regarde des lois d'échelle au niveau financier, autour de 2030, ça devrait capter environ 75% de la capitalisation boursière mondiale et de l'investissement privé du monde. Donc là aussi, on est sur des échelles qui sont complètement vertigineuses, avec l'idée que l'IA va devenir l'enjeu géostratégique et économique principal de notre civilisation. Ok, alors ça je le dis, je vais voir si le petit dashboard est prêt. On va voir s'il nous a fait un truc sympa qui nous permet de voir tous ces éléments. Tac. Alors ça, je ne veux pas te voir. Ah. Okay. Ah. Bon, il y a un bug, c'est pas grave. Donc, ben voilà, il nous a fait un... On va le laisser faire, il devrait trouver le problème et l'améliorer. Évidemment, je fais la démo ce matin, elle marchait très bien, et puis je l'ai fait live. Mais c'est le principe des IA, c'est probabiliste et ça montre que c'est du live. En attendant, du coup, il y a... évidemment, ça c'est si les lois d'échelle se développent exactement de la façon dont je l'ai décrit. Il y a un certain nombre de points qui risquent de ralentir ces lois d'échelle. Je vous ai dit tout à l'heure que pour extrapoler cette performance, il fallait extrapoler la taille des systèmes d'IA. Ça, pour l'instant, c'est pas difficile. Il suffit de faire des réseaux de neurones plus gros. Bon, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un gros problème en soi. Mais il faut aussi augmenter le nombre de données qu'on investit pour l'entraînement du système. Ça commence à poser problème. On appelle ça le data wall, le mur de la donnée. On commence à avoir utilisé un peu toutes les données de l'humanité.
c'est un problème relatif. On a plein de solutions et d'idées pour dépasser ce problème-là. Je ne m'attends pas à ce que ça soit un gros goulet d'étranglement. Par contre, il faut augmenter la puissance de calcul. Et augmenter de la puissance de calcul, en effet, c'est augmenter énormément les puces qu'on met dans les centres de calcul et l'énergie qu'on investit. Et ça va être les goulets d'étranglement les plus importants, parce que eux, c'est des goulets d'étranglement industriels qui mettent du temps à être produits. A priori, on s'attend à ce que l'énergie soit le principal, parce que construire de la capacité énergétique, la raccorder à la grille, la rendre opérationnelle, c'est beaucoup plus long que ces timelines-là, même si en ce moment, on sent une accélération drastique. Alors, je vous mets les mêmes chiffres que tout à l'heure, mais avec maintenant les autres éléments des lois d'échelle qui concernent les autres paramètres. Donc à gauche, vous avez la performance, celle que j'ai décrite, et puis ici, vous avez le nombre de puces, alors en équivalent H100, c'est les puces qu'on utilisait, ça commence à changer, le plus pour entraîner les systèmes d'IA jusqu'à maintenant. Si on a des meilleures puces, on a besoin d'un peu moins de H100, mais comme les meilleures puces d'habitude consomment plus, ça ne change pas tant l'équation. Avec GPT-4, on avait environ 10 000 puces dans le cluster, ça a coûté 500 millions de l'entraîner, et une puissance énergétique de 10 mégawatts investie pendant quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois, même si on n'a pas le chiffre exact, puisque OpenAI n'est pas très open. C'est l'équivalent de 10 000 foyers américains moyens. C'est beaucoup, mais quand on en est là pour faire un entraînement une fois pour un objet aussi incroyable, c'est OK. Le régime de 2025, c'était plutôt des clusters avec 200 000 puces, par exemple Colossus, Colossus, donc Elon Musk, il l'a construit en 22 jours, c'est 200 000 puces, plusieurs milliards de dollars pour entraîner à l'époque Grok 3, et environ 200 mégawatts de puissance énergétique qui sont investis dans le cluster. Si on suit les lois d'échelle, autour de 2028, pour avoir quelque chose de cet acabit, il faudrait entre 2 et 4 millions de puces, plusieurs dizaines de milliards de dollars, 2 à 4 gigawatts de puissance énergétique. C'est 2 à 4 gros réacteurs nucléaires. Là, ça commence à être du délire, mais on est déjà en train de le faire. Vous avez peut-être entendu parler du cluster d'Amazon et d'Anthropic. On a déjà dépassé la barre des 1 gigawatt et ils vont vers 2,25 gigawatts autour de 2028. Vous avez le premier cluster à Abilene, qui est construit pour le projet Stargate, qui devrait dans un premier temps, faire environ 1,5 à 2 gigawatts. Et ils veulent le scaler bien au-delà. Et vous avez bien sûr celui de Meta, Hyperion, qui vise là aussi entre 2 et 5 gigawatts à l'horizon 2030, donc sûrement 2 à l'horizon 2028. Donc ça, on est déjà en train de le construire. Si on ferait un cran de plus, en 2030-2032, il faudrait s'attendre à avoir 10 à 15 millions de puces, des centaines de milliards de dollars, 10 à 15 gigawatts de puissance énergétique pour entraîner une IA. C'est presque la puissance énergétique de la Belgique. Donc là, évidemment, c'est complètement déraisonnable et on peut s'attendre à ce que de tels chiffres ralentissent le secteur et que ça prenne un peu plus de temps quand même pour arriver là, qu'autour de 2028, on fasse ce run, mais qu'ensuite, pour arriver à construire cette puissance énergétique, on ait besoin de plus de temps, il y ait un effet de ralentisseur. Alors, on se rend compte quand même, quand on a ces chiffres en tête, que l'aspect géopolitique va bien au-delà de juste la logique de performance des systèmes qui tire les imaginaires et le rêve géopolitique, mais on se rend compte que derrière, il y a toute une géopolitique de l'énergie et des puces qui se met en œuvre, et même des choses comme toute la politique de Trump prennent un autre visage quand on a ces chiffres en tête. Alors c'est des interprétations qui ne sont pas du tout, on ne peut pas dire que c'est des vérités, je ne murmure pas à l'oreille de Trump, mais son intérêt pour le Canada ou le Groenland, le Canada et le Groenland, c'est des réserves de froid. C'est aussi au Groenland une réserve de matériaux rares. Plus les glaces fondent, plus on trouve des gisements de matériaux rares qui servent à faire les puces. Et son intérêt n'est pas complètement décorrélé de cette chaîne de valeur. Évidemment, tout ce qui se passe en ce moment en Iran, ce qui s'est passé au Venezuela, les enjeux de plus en plus prégnants sur l'énergie, sont très liés au fait qu'une grosse partie de l'énergie aux États-Unis, en Chine, dans le monde, soit fléchée vers cette chaîne de valeur, qui est de plus en plus gourmande en énergie, et qui du coup en laisse aussi moins pour les autres industries. Et donc il y a un enjeu, notamment pour les États-Unis qui ont peur que la Chine les dépasse, parce que s'il y a un truc sur lequel les Chinois sont très forts, c'est construire. Dans les 10 dernières années, ils ont construit autant de capacités énergétiques que sur tout le sol américain réuni. Donc ils sont dans un rattrapage très 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 fort en capacité industrielle. Et donc évidemment, aux États-Unis, il y a une logique de dérégulation de plus en plus forte pour ne pas se laisser dépasser à ce niveau-là si la course à l'IA est une course industrielle avant d'être une course algorithmique. Donc ça donne aussi une teinte, et évidemment vous savez que Trump a un AI tsar qui lui murmure à l'oreille et qui a
tout à fait conscience de ces lois d'échelle et qu'il les prend tout à fait au sérieux. Il y a aussi des éléments qui pourraient accélérer. Là, c'était, on va dire, la partie qui pourrait ralentir cette baseline. Il y a des éléments qui pourraient accélérer cette baseline. C'est évidemment les améliorations algorithmiques, comme on l'a vu avec DeepSeek, quand on a un système média qui consomme moins à taille égale, c'était le cas quand DeepSeek V3 est arrivé, ça ne ralentit pas du tout la consommation énergétique, au contraire, c'est un effet rebond. On se rend compte qu'il y a encore plus de valeur ajoutée à créer de l'IA, puisqu'elle coûte moins cher, et donc on a encore plus d'incitatifs à faire de l'IA, à en développer, à en mettre de partout, et donc en consolider, ça finit par accélérer le secteur et à nous amener à des consommations encore plus importantes. Donc on peut s'attendre à ce qu'on ait d'autres percées algorithmiques, on sait que c'est possible, le cerveau humain est 1 million de fois plus efficient en termes de puissance énergétique que nos systèmes médias, donc la nature l'a fait, on peut améliorer l'efficience énergétique de nos systèmes, l'efficience de nos puces, etc. Donc on va y travailler et ça va aussi potentiellement accélérer les choses. Donc tout ça va sûrement se balancer. Et ces lois d'échelle sont à prendre tout à fait au sérieux. Je vais finir avec un message, et puis on regardera quand même le tableau de bord. En France, on adore être désabusé. Vous savez, si on dit on a déjà vu ça, c'est une révolution industrielle comme les autres, c'est comme Internet, ça va détruire des emplois, ça va en créer d'autres, tous ces éléments qui sont très rassurants, on a l'air intelligent quand on les dit parce qu'on donne l'impression de ne pas se laisser avoir par la hype. Et c'est vrai qu'il y a une hype de l'IA, il ne faut pas écouter tout ce qu'on raconte. Mais je crois que, dans une certaine mesure, l'IA est under-hype, elle n'est pas assez hypée. En France, on n'a pas assez conscience des enjeux absolument drastiques que ces systèmes vont soulever dans les prochaines années, pour le monde entier, pour l'Europe, pour notre pays. Je crois qu'il faut fondamentalement arrêter d'être désabusé. Une entreprise aujourd'hui qui ne se lance pas dans l'IA, évidemment, il y a des risques associés à l'IA, mais le risque de ne pas y aller est le plus immense de tous. Et donc pour une entreprise, il y a un enjeu absolument fondamental d'avancer avec l'IA, c'est le monde dans lequel on va, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non. Évidemment, je ne suis pas là pour avoir un caractère moralisateur sur tout ça, mais cette révolution de l'IA va nous entraîner dans un monde radicalement différent, et il est en train de le faire aujourd'hui, et ça va aller de plus en plus vite dans les 3 prochaines années. Donc il y a cet enjeu qui est évidemment économique pour nos entreprises de plonger, mais il y a aussi un enjeu derrière, un enjeu citoyen, de s'intéresser et de prendre au sérieux ce domaine, parce qu'on va tous avoir un rôle à jouer dans la façon dont cette transition de civilisation va se décanter. Il faut prendre conscience de l'ampleur, pas rester juste au niveau de la tech. Évidemment, ça commence par être une tech, mais c'est une tech qui est profondément éthique, civilisationnelle, parfois même d'une certaine façon émotionnelle et spirituelle. On ne peut pas on va tirer le trait sur ces dimensions-là. Et évidemment, si vous voulez plus de détails sur tout ça, tout à l'heure, je serai sur le stand du Furet du Nord en dédicace de ma BD d'anticipation sur ces sujets de superintelligence et de mon dernier bouquin, qui est un bouquin de géopolitique et de prospective sur l'IA. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi rester connecté avec de l'IA, avec ma newsletter. Vous aurez un mail par semaine avec juste les 3 news à suivre, technologie, géopolitique, société, nouveaux outils, etc. Un grand merci à tous, et quand même, avant que je me fasse éjecter de scène, je regarde ce tableau de bord. Alors, non, c'était celui-là. Voilà. Hop. Alors, on a le training compute, donc on voit en effet cette évolution, et donc je lui demandais qu'on puisse faire des extrapolations. Si on continue le trait, on serait autour de 10 puissance 30, donc entre 2030 et 2032. 10 puissance 30 flop, c'est le régime énergétique que j'évoquais tout à l'heure. Merci, Flavien. Je suis un grand merci. Effectivement là pour vous éjecter de scène. Il faut le faire absolument au bout d'un pas. moment. Merci infiniment pour ce regard prospectif, bon très intéressant.